Monsieur Petit, alors le débat est parti de l'intelligence artificielle pour aller au transhumanisme. De l'intelligence artificielle au transhumanisme, je vais y arriver, il n'y a qu'un pas, semble-t-il. Oh, il y en a plusieurs. Non, non, il n'y a pas qu'un pas. Il y a plusieurs pas. Et je crois qu'il faut faire attention. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut parler de l'intelligence artificielle en agitant des fantasmes et des craintes d'une intelligence artificielle qui va prendre le pouvoir. Et on ne sait pas très bien d'ailleurs pourquoi elle aura envie de prendre le pouvoir entre nous. Mais ça, c'est un autre sujet. Je crois que l'intelligence artificielle, il faut la voir avant tout comme un fantastique ensemble d'opportunités. Et n'oublions pas que l'intelligence artificielle, elle est déjà présente dans notre quotidien. Nous avons tous un smartphone, nous utilisons tous des voitures avec l'ABS, nous prenons parfois l'avion avec un pilote automatique. Et donc, il ne faut pas imaginer que l'intelligence artificielle est quelque chose qui arrive de l'extérieur et qui va essayer de prendre le pouvoir et que le transhumanisme est pour demain. Je crois qu'il faut vraiment avoir ça à l'esprit. Alors, les questions qui se posent d'ordre éthique, c'est où peut se limiter en fait le pouvoir bienfaiteur de l'intelligence artificielle, parce que appliqué à la sélection de certains gènes, etc., là, il pourrait y avoir dérive. Vous êtes bien d'accord? Alors, la question que vous posez, elle est clé, c'est-à-dire qu'au fond, la question que vous posez, c'est qui va décider de l'utilisation de l'intelligence artificielle? Et pour moi, la réponse, elle est claire, c'est que dans une démocratie, c'est à la société de décider. Et on voit que la réponse, elle ne peut pas être binaire, parce que si on prend la question du transhumanisme que vous évoquez, aujourd'hui, il y a un tas de gens qui étaient sourds et qui entendent grâce à de l'intelligence artificielle. On met des implants cochléaires dans les oreilles et des gens qui même parfois n'avaient jamais entendu de leur vie se mettent à entendre. Tout le monde trouve ça formidable. Donc le fait de pouvoir réparer l'homme est quelque chose de formidable, et c'est quand même ce que la médecine essaye de faire depuis quasiment le début de l'humanité. Après, c'est vrai que si on se met à avoir une mémoire annexe qui complète votre cerveau, là, c'est quand même plus problématique et ça pose question. Et donc, je crois qu'il faut vraiment avoir une réflexion sereine, sans crainte, sur le fait de savoir ce qu'on est prêt à accepter ou pas. On l'a vu par exemple avec le clonage. Je pense que la communauté a dit non, on ne fera pas de clonage d'êtres humains. Et ça me semble effectivement essentiel. Mais donc, on ne peut pas avoir une réponse oui-non. Il faut dire que l'intelligence artificielle, c'est à la société de la contrôler, à la société de décider quand est-ce qu'elle est prête à utiliser l'intelligence artificielle, quand est-ce qu'elle est même prête à lui déléguer un certain nombre de choix. Mais c'est aussi à la société de donner les limites. Comme elle le fait sur des sujets qui n'ont rien à voir. Si on prend les armes à feu, vous pouvez acheter une arme à feu. Selon le pays dans lequel vous êtes, c'est plus ou moins facile. Mais heureusement, tout le monde ne se promène pas avec une arme à feu et ne tire pas sur les gens. Donc là, c'est un exemple extrême, mais c'est pour montrer qu'une technique, en l'occurrence bien plus compliquée que les armes à feu, puisque c'est l'intelligence artificielle, elle a plein de bons côtés, je crois qu'il ne faut pas les oublier. Elle recèle aussi un certain nombre de dangers, et que c'est à la société, en fonction de sa culture, de son histoire, de son éthique, de décider comment elle veut l'utiliser. En étant conscient que cette histoire, cette éthique, elle n'est pas universelle. Si vous allez en Chine, la reconnaissance faciale, par exemple, c'est quelque chose qui ne pose pas de problème aux gens. Au moins. D'où la question, justement, si des pays puissants, dominants, s'appropriaient de la mauvaise façon le développement de l'intelligence artificielle, est-ce qu'il y aurait des barrières internationales, mondiales, possibles contre de telles dérives? Alors, d'abord, je ne sais pas si c'est de la mauvaise façon. Après tout, les Chinois, si la reconnaissance faciale ne les dérange pas, ils ont... Oui, mais il y a eu des expériences de sélection, de génétique, etc., qui ont été par ailleurs condamnées. Donc, on parle de dérives aussi extrêmes. Absolument, mais on sait qu'il y a quand même un certain nombre de sujets sur lesquels il y a des réglementations internationales. Par exemple, le nucléaire, on voit bien que ce qui est en train de se passer dans un certain nombre de pays, il y a un contrôle international. Donc le fait qu'on définisse quelques grandes règles, il ne faut pas rentrer dans une société trop policée avec des règles trop précises, mais qu'on définisse un certain nombre de grandes règles sur ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle, mais plutôt d'ailleurs ce qu'on ne peut ne pas faire. Je crois que oui, ça fait partie des grands challenges.
Après, il faut être conscient que l'intelligence artificielle, c'est quand même relativement récent, que c'est en pleine expansion et qu'il faut peut-être, dans un premier temps, ne pas brider les imaginations, son développement. Et par contre, une fois qu'on identifiera des dangers potentiels, là, mettre des réglementations au bon niveau. Maintenant, par rapport à la coopération internationale, au transfert de cette nouvelle technologie, est-ce qu'on est dans un bon élan? Ou alors, est-ce que les égoïsmes du passé sont toujours les mêmes? Alors, c'est vrai que comme tout grand sujet scientifique, la coopération internationale est très forte. C'est vrai aussi, et ça c'est probablement nouveau, que le numérique, il est sans frontières. C'est-à-dire que vous pouvez très bien utiliser un moteur de recherche dont les centres de calcul sont implantés à l'autre bout de la Terre, ce qui n'était pas possible dans des outils plus traditionnels. Donc oui, on est dans une logique de coopération internationale, mais oui aussi, on est aussi dans une logique de compétition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour inventer les nouvelles technologies, c'est une forme à la fois de coopération et de compétition, mais aussi, et c'est encore plus important en termes de compétition, on voit bien qu'aujourd'hui, on a un rôle d'un certain nombre de très grands acteurs, essentiellement nord-américains, un peu asiatiques, mais ils sont plutôt en Asie, qui est très important. Et donc, il faut aussi faire attention à ça. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, pour moi, comme je l'ai dit, c'est beaucoup d'opportunités, mais il faut faire attention qu'elle soit au bénéfice du plus grand nombre et qu'elle soit accaparée ni par des États, ni même, et ça c'est un peu nouveau, par des grandes firmes internationales. Et je crois qu'il faut être extrêmement vigilant là-dessus. Il faut être en particulier extrêmement vigilant sur la question de la propriété des données. On dit parfois que les données, c'est le pétrole du XXIe siècle, et que ces données, il faut faire attention. C'est-à-dire qu'il ne faut pas fournir ces données de manière irraisonnée, ce qu'on a parfois un peu fait par le passé. Clairement. Et là, on ne peut pas s'empêcher de parler de Meta, hein, le Facebook de nouvelle génération, et cette propension de Zuckerberg à virtualiser encore davantage les rapports humains. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, d'abord, les grandes sociétés, que ce soit Meta, que ce soit Google, que ce soit Microsoft, que ce soit Apple, et on peut les citer, ou Amazon, j'ai envie de dire, elles suivent leur développement et on peut difficilement leur reprocher. Par contre, je pense que c'est normal dans des démocraties de donner les limites à ça. Et donc, je pense qu'il faut faire extrêmement attention au fait que on ne peut pas laisser faire à ces grandes entreprises absolument n'importe quoi. Après, le fait de virtualiser les choses, en soi, on est plutôt content d'utiliser les outils de ces grandes sociétés. Maintenant, il faut faire attention à ce que ça ne remette pas en cause la démocratie et faire attention à ce que, finalement, on ne se rende pas compte dans quelques années que, sans vraiment faire attention, on leur a fourni tellement de données que le pouvoir est en leurs seules mains. Et donc là, ça passe aussi par un problème d'éducation de la société, mais aussi d'éducation des décideurs politiques qui, lorsqu'ils passent des accords avec ces grandes sociétés internationales, doivent être conscients des dangers potentiels. Ils doivent être conscients des opportunités, encore une fois, mais également conscients des dangers potentiels. Et ça nécessite une culture qui est probablement pas assez présente aujourd'hui de façon générale. C'est pour ça que moi je plaide beaucoup pour ce qui est une culture minimale au numérique, mais c'est vrai pour les décideurs politiques, c'est vrai aussi pour les adolescents qui parfois vont aller mettre sur des outils des informations ou des données qu'il ferait mieux de réfléchir à deux fois avant de les mettre. Et c'est un problème de culture, donc il faut qu'on fasse très attention à ça. Et encore une fois, avec la difficulté qu'on est d'habitude... Jusqu'à maintenant, les grandes discussions étaient plutôt État contre État ou partie du monde contre partie du monde. Là, on a des nouveaux acteurs qui sont au fond, certes, c'est des acteurs nord-américains essentiellement, mais c'est quand même avant tout des acteurs internationaux. Et il faut être vigilant là-dessus. Vous avez raison. Merci beaucoup.